Marlène Schiappa, de mai 2017 à juillet 2023, vous avez successivement occupé les postes de secrétaire d'État chargé de l'égalité entre les hommes et les femmes et de la lutte contre les discriminations, de ministre délégué chargé de la citoyenneté et enfin de secrétaire d'État chargé de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative. Depuis votre départ du gouvernement, comment est rythmée votre vie professionnelle ? Écoutez, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est au gouvernement, on a un rythme de vie qui est complètement anormal, au sens un rythme de vie qui sort des conditions habituelles, avec beaucoup de gens autour de vous qui vous aident à assumer ce rythme de vie. Vous avez un cabinet, un chef de cabinet qui gère votre agenda, un officier de sécurité qui s'occupe de vos déplacements, un conducteur, etc. Et quand vous en sortez, vous n'avez plus ces facilités, mais vous n'avez plus toutes les contrariétés, si j'ose dire, les responsabilités, en tout cas, du rôle de ministre. Quand on est ministre, on peut être réveillé à 2h du matin parce qu'il y a un drame qui s'est produit. On peut vous dire, là, il faut que tu partes dans 3 minutes dans la Nièvre en voiture parce qu'il y a une rave party et les gens ne mettent pas leur masque. Ou on peut vous dire en dernière minute, à 1h du matin, tu dois être à l'Assemblée nationale pour remplacer tel ministre qui n'est plus disponible sur telle loi. Donc ma vie est devenue un peu plus normale au sens de plus classique. Je suis associée d'un cabinet de conseil en stratégie qui s'appelle Tilder. On accompagne des dirigeants dans leur stratégie de communication, d'influence, de contenu, d'affaires publiques, etc. Je préside une ONG que j'ai fondée qui s'appelle Active, qui travaille pour la réussite des femmes. Et je suis également en télévision sur BFM 2 soirs par semaine de 20h à 22h dans l'émission d'Éric Brunet comme éditorialiste. Ça m'arrive aussi d'être à la radio et d'écrire des livres. Donc ma vie est quand même assez rythmée, on va dire. Justement, écrivaine, vous avez écrit 37 livres, dont le dernier, tout juste publié aux éditions de l'Aube, Nos 6 petites ambitions pour une révolution de la réussite des femmes. Pouvez-vous nous présenter ce livre sorti à l'occasion de la semaine de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ? Absolument. Écoutez, ce qui me frappe, c'est que d'abord, il y a une autocensure des femmes vis-à-vis de leur trajectoire professionnelle. C'est une réalité. Mais une fois qu'on a dit ça, quand on dit aux femmes sortez de l'autocensure, c'est un peu une parole performative. Quand on a dit ça, on n'interroge pas le système qui crée cette autocensure. Et j'observe et j'analyse avec des faits, des chiffres, des études, des témoignages dans ce livre qu'il y a une forme de retour de bâton vis-à-vis des femmes quand elles veulent réussir professionnellement, qu'il y a encore un tabou sur la question de la réussite professionnelle des femmes, de leur place supposément idéale au foyer ou en tout cas dans une réussite discrète. Et je parle du syndrome de l'Oscar, c'est-à-dire beaucoup d'actrices qui ont été récompensées par un Oscar ont divorcé peu après, donc de l'impact que la réussite et la visibilité ont sur la vie personnelle, mais aussi du syndrome de Cendrillon, autrement dit syndrome de la bonne élève, qui vise à dire que si on fait très très bien son travail, un jour quelqu'un va s'apercevoir qu'on est très bonne. Or, les femmes ne demandent pas, elles partent du principe que travailler bien et avoir de bons résultats serait suffisant. Et surtout, les femmes se minimisent beaucoup. Elles utilisent beaucoup le mot « petit » pour se décrire, d'où le titre « Nos 6 petites ambitions ». Les femmes disent souvent j'ai une petite équipe, j'ai un petit projet, j'ai un petit budget, j'ai une petite expérience, alors que globalement les hommes, et c'est pas un reproche que je leur fais, s'affirment plus, sont plus dans l'assertivité quand ils se présentent. Donc j'invite les femmes avec ce livre à sortir de ces petites ambitions et à assumer qu'elles ont des grands projets, des belles équipes et des formidables réussites. Dans cet ouvrage, au-delà de vos anecdotes personnelles, vous faites référence à des autrices et à des études. Comment vous les avez sélectionnées ? Ça fait très longtemps que je baigne dans cet univers, c'est le combat de ma vie, la question de la place des femmes, de l'égalité femmes-hommes. Donc aujourd'hui, je préside une ONG qui s'appelle Active. On a un board avec une 40aine de femmes, dirigeantes, présidentes d'associations, activistes, et bien sûr les échanges que j'ai avec elles m'ont beaucoup aidé. Avec Tilder, en tant qu'associée, j'accompagne des femmes dirigeantes, donc qui sont patronnes d'entreprises aujourd'hui en France, et avec lesquelles j'ai des échanges passionnants, puisque je les soutiens pour faire leur stratégie et travailler leur contenu, mais les échanges, bien évidemment, nous amènent aussi à réfléchir sur nous-mêmes. Puis j'ai été ministre de l'égalité femmes-hommes, j'ai travaillé sur les lois sur l'égalité professionnelle, et auparavant, j'ai présidé 10 ans un réseau qui s'appelait Maman Travail, et donc j'ai pu, dans ce cas, travailler sur la notion de plafond de mère, que j'ai conceptualisée et écrite dans un livre, c'est comment la maternité freine la carrière des femmes. Et je trouve que les études qui existent sur ces sujets sont extrêmement intéressantes, mais sont pas si nombreuses en réalité. Donc c'était important pour moi d'essayer aussi de l'illustrer dans ce livre, Nos 6 petites ambitions, avec des exemples issus de la pop culture ou issus du monde médiatique actuel. Quel a été l'élément déclencheur qui vous a fait écrire ce livre et à qui s'adresse-t-il ?
Alors, ce qui m'a beaucoup agacée, en fait, c'est la répétition d'une phrase qu'on me dit très souvent quand je demande pourquoi il n'y a pas de femmes. Vous savez, à la tête du CAC 40, il n'y a que 3 femmes patronnes du CAC 40. Il y en avait 2 il y a 18 ans quand j'ai monté le réseau Maman Travail. On avance très très lentement et souvent quand je demande pourquoi il n'y a pas de femmes nommées, on me dit « Mais vous savez, Marlène, j'aurais adoré nommer une femme, mais hélas, j'en ai pas trouvé. » Et je me dis « Mais la femme qu'on trouve pas, c'est la femme qu'on n'a pas cherchée, parce que des femmes dirigeantes, moi j'en côtoie tout le temps. » D'ailleurs, c'est pour ça que je lance le Next Woman 40, qui est la liste de toutes les prochaines femmes qui deviendront patronnes du CAC 40, pour qu'on arrête de dire qu'on n'a pas trouvé de femmes. Donc voilà, à force d'entendre ça, j'ai eu envie d'écrire ce livre comme un peu un cri du cœur, un plaidoyer pour la réussite des femmes et pour que l'environnement, c'est-à-dire les hommes, les entreprises, les pouvoirs publics, soutiennent la réussite des femmes. Il s'adresse essentiellement aux femmes, ce livre ? D'abord, il s'adresse aux femmes pour qu'il y ait une prise de conscience. Quand les femmes, et ça arrive parfois, considèrent que c'est pas la peine de travailler leur visibilité ou qu'elles considèrent que le réseau ne va pas leur apporter quelque chose, mais aussi quand elles ont vécu, par exemple, des faits de sexisme ou une présomption d'incompétence parce qu'elles étaient des femmes, c'est une manière de leur dire le problème n'est pas vous. C'est un problème de société, c'est important de le comprendre pour sortir de cette espèce de culpabilisation qui peut exister vis-à-vis des femmes. Ensuite, moi je souhaite que les hommes dirigeants puissent le lire pour avoir aussi ce point de vue. Je pense à un dirigeant par exemple qui est très engagé par ailleurs et qui me disait « Mais moi il n'y a pas de problème pour les femmes au sein de mon comex, elles prennent la parole, etc. sans avoir de mentoring. » Et je lui disais « Mais en fait qu'est-ce que t'en sais ? Est-ce que tu leur as posé la question ?» Et je trouve qu'on n'écoute pas assez les femmes en leur demandant si les codes de réussite tels qu'ils existent aujourd'hui dans l'entreprise leur conviennent ou si elles se sont juste adaptées et fondues dans la masse pour essayer de réussir et de survivre. Justement, dans le livre, vous écrivez « Le World Economic Forum a calculé que l'égalité économique entre femmes et hommes serait atteinte en l'an 2234, mais depuis 40 ans, les lois sur l'égalité salariale s'empilent. Malgré ces lois, quels sont les points bloquants qui empêchent une véritable égalité économique avant cette date ? Vous avez complètement raison, et c'est vrai que les lois ne peuvent pas tout. Sur les lois sur l'égalité salariale, elles existaient avant même ma naissance, donc ça fait un petit moment qu'elles sont là et qu'elles sont pas toujours appliquées. On a fait, nous, à l'époque, l'index égalité pour essayer justement d'avoir un panorama un peu plus large au-delà de l'égalité salariale, du progrès des femmes, la question de la place des femmes dans les boards en tant qu'administratrice est extrêmement intéressante. Moi, j'ai suivi avec d'autres femmes une formation à l'EM Lyon pour les femmes qui veulent devenir administratrices. Et c'est extrêmement intéressant de voir que parfois les femmes reproduisent des schémas qui existaient déjà par rapport aux hommes. Donc il y a tout un changement de société, un changement culturel. Je donne l'exemple dans ce livre de la présomption d'incompétence pour les femmes. C'est-à-dire que quand on voit un homme, par exemple, sur un plateau de télévision avec un costume, une cravate, des lunettes peut-être, et qui s'exprime sur un sujet, on part du principe que cet homme est expert du sujet. Mais quand c'est une femme, on part pas du principe qu'elle est experte. On part du principe qu'elle est outsider, qu'elle est étrangère et elle doit faire la démonstration de sa connaissance du sujet. Je vous donne un exemple. Hier soir, j'étais sur BFM TV dans une émission dans laquelle j'interviens. On parlait des lois sur les violences sexuelles. Enfin, un petit peu mon domaine. Je suis la personne qui a augmenté les peines, qui a fait les dernières lois importantes sur ce sujet-là. Il y avait 6 hommes sur le plateau qui m'interrompaient sans cesse pour m'expliquer que je l'avais pas bien compris et qu'en fait, un procès pour viol, ça se déroule comme ci, comme ça. Il s'avère que je connais un petit peu le sujet et j'explique aussi dans ce livre que en fait c'est une habitude de société qui donne une forme de confiance en soi à certains hommes qui s'expriment et une forme de doute de soi aux femmes quand elles s'expriment et que ça aussi on doit l'interroger. Depuis votre passage au gouvernement, pensez-vous que la continuité de votre travail en faveur de l'égalité homme-femme a été assurée ? Ça dépend sur quel sujet. Il y a des sujets importants, je pense à la question du Grenelle des violences conjugales. Les personnes qui m'ont succédé ont de toute bonne foi essayé d'agir. Mais là aussi, on voit à quel point c'est difficile. Je pense à une ministre qui m'avait succédé, qui avait fait une interview pour dire je veux éradiquer les féminicides, il y en aura 0 quand je serai ministre. Je souhaitais de tout mon cœur que ça arrive, mais ça n'arrive pas. Parce que, je le disais tout à l'heure, il y a un travail extrêmement fin à opérer dans la société face à tous ces sujets-là. Avec l'avènement des réseaux sociaux, vous en parlez dans la conclusion de votre livre, de propos tenus sur la place des femmes, pensez-vous que nous sommes en train de faire face à une régression de la place des femmes dans la sphère professionnelle ? Je pense qu'effectivement, il y a une polarisation, c'est-à-dire vous avez toute une partie de la société qui a compris sur ces sujets qu'il y avait
une manière de changer de paradigme, des femmes et des hommes. Hein. Je vois beaucoup d'hommes dirigeants qui sont très soucieux de la parité, de l'égalité entre les femmes et les hommes, de pas s'approprier non plus ces combats. Et puis vous avez des gens, femmes ou hommes, et d'ailleurs dans tous les âges, qui ont un genre de retour de bâton, effectivement. Et aujourd'hui, quand vous êtes une femme et que vous vous exprimez publiquement, que vous soyez chef d'entreprise, journaliste, femme politique, ça veut dire que vous vous exposez à recevoir des milliers de messages insultants, offensants, qui vont parler de votre vie, qui vont faire des photomontages dégradants, qui vont peut-être s'en prendre à vos enfants, à vos proches, faire des suppositions sur votre vie personnelle. Je donne un exemple, hein. Il y a eu un article récemment dans la presse sur les cadeaux faits par son compagnon à une femme politique en disant que c'était un scandale parce que ça voulait dire qu'il y a un train de vie dispendieux, etc. Moi, j'ai jamais vu d'article dans la presse pour dire que tel homme politique s'était fait offrir des cadeaux par sa compagne, que ces cadeaux étaient chers et que c'était un scandale. Donc quand vous êtes une femme, il y a cette espèce de double standard. On va accepter des choses pour les hommes qu'on n'acceptera pas pour vous. Je donne l'exemple de la vie politique. Moi, j'ai assisté à des réunions d'investiture, des commissions d'investiture, dans lesquelles on disait « Ah non, pas elle, parce qu'elle a une vie personnelle dissolue ». Et moi, ça m'avait choquée. J'avais posé la question « Qu'est-ce qu'on appelle une vie personnelle dissolue ?» Et pour les messieurs, quel est le critère alors? Est-ce que ça s'applique aussi aux hommes? Je trouve que ce sont des questions à se poser. Pour conclure, qu'est-ce que vous direz comme message aux femmes pour justement continuer d'avancer et aller vraiment continuer à lutter pour obtenir cette égalité? Alors d'abord, je dirais aux femmes que la solidarité existe. La preuve, moi, avec 50 femmes, on fait le Next Women 40 pour mettre en avant d'autres femmes et les soutenir dans leur trajectoire. Et je les invite d'ailleurs à candidater ou à faire candidater leurs proches. Et je dirais surtout aux femmes de bannir le mot « petit » de leur vocabulaire quand elles parlent d'elles-mêmes. C'est un exercice, c'est difficile, mais il faut se reprendre. Moi-même, ça m'arrive. Et quand on se présente, au lieu de dire « je travaille dans une petite agence, j'ai une petite expérience, j'étais un petit peu ministre », d'affirmer les choses positivement, de remplacer à chaque fois le mot « petit » par « grand, incroyable, formidable, extraordinaire » ou simplement par des choses factuelles en donnant ses résultats, en donnant la performance qu'on peut avoir et en communiquant sur soi de manière positive parce que finalement ça ne devrait pas être interdit aux femmes et on ne devrait pas stigmatiser les femmes quand elles parlent de leur travail de manière positive. Donc soyez fiers de vous, soyez fiers de ce que vous faites et ayez de grandes ambitions.